Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview pour France 24, RFI et TV5 Monde. Vous serez interrogé par Christophe Boisbouvier de RFI, Mohamed Kassi, TV5 Monde. Et Roselyne Fèvre qui vous pose, Monsieur le Président, la première question. Alors, Monsieur le Président, le sommet pour la paix et la sécurité en Afrique vient de se terminer il y a quelques instants. Le principal objectif de ce sommet, c'est que les Africains prennent leur destin en main. Mais dans le même temps, on l'a vu et vous le reconnaissez d'ailleurs, vous envoyez des soldats en Centrafrique. Est-ce que là, il n'y a pas une saisissante contradiction? Vous ne voulez plus être le gendarme de l'Afrique, mais vous l'êtes encore. Et c'est parce que les Africains ne veulent plus faire appel à des forces amies, mais étrangères au continent africain, en l'occurrence la France, qu'ils veulent constituer par eux-mêmes une capacité d'action et de projection qui leur permettra demain d'assurer eux-mêmes leur sécurité. Et je leur ai dit que la France, et il y avait également les autorités européennes, seraient à leur côté pour former, équiper, accompagner cette force africaine qui, justement, pourrait, dans le cas que l'on connaît, la Centrafrique, celui que nous avons vécu, le Mali, agir au nom de l'Afrique sans qu'il soit besoin que des pays comme la France viennent leur porter assistance. Mais ce n'est pas la première tentative. Vos prédécesseurs l'ont tenté. Qu'est-ce qui fait que ça va marcher avec vous, Monsieur le Président? D'abord, il y a unanimité chez les Africains. C'est la condition. Ensuite, parce que les Européens, les Nations Unies sont tout à fait derrière cette initiative. Enfin, parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a quelques années, quand il s'agissait de former les armées africaines, c'était pour soutenir le régime qui était en place, le plus souvent. C'est ce que nous ne voulons plus. Je ne viens pas pour favoriser le maintien de tel ou tel dirigeant. En revanche, il y a des crises qui ont été révélées. Terrorisme au Mali, conflits interreligieux en Centrafrique, déstabilisation d'un État, chaos, massacre, violation des droits. À ce moment-là, il faut intervenir. Et les armées africaines, dans la situation qu'elles connaissent aujourd'hui, ne sont pas équipées pour avoir cette efficacité que nous avons, reconnaissons-le. Nous avons montré au Mali dans un délai très court et que nous allons encore faire la démonstration de l'efficacité de nos soldats en Centrafrique. Une force africaine d'action rapide dès l'année 2015, d'ici 2 ans, est-ce que ce n'est pas ambitieux, voire trop ambitieux? Le président ivoirien Alassane Ouattara dit par exemple que l'Union africaine, c'est 54 pays et qu'à 54, on ne démarre rien. Il faut mieux organiser ça au niveau régional. Est-ce que ce projet n'est pas une usine à gaz? Il a raison, le président Ouattara de la Côte d'Ivoire. Il y a des organisations régionales en Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, toute la partie du sud du continent. Et ces organisations peuvent avoir leur propre force de projection. Tout cela dépendant de l'Union africaine, puisque c'est elle qui a la responsabilité de l'avenir, et donc aussi du présent, du continent. Alors, à partir de là, nous avons, par exemple, pour l'intervention au Mali, appuyé une force africaine. Elle existait, celle essentiellement de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons fait quel constat? Qu'elle n'était pas équipée, qu'elle n'était pas préparée, qu'elle a mis beaucoup de temps avant de venir. Et si les Français n'avaient pas été les premiers, en première ligne, les terroristes auraient gagné Bamako et déstabilisé l'ensemble de la région. Donc, ce qu'il faut, c'est pas simplement avoir des armées, pas simplement avoir une organisation capable de les porter, c'est d'avoir l'équipement nécessaire et la formation. Et je me suis engagé au nom de la France, et avec un financement qui pourra être européen, parce que l'Europe est à nos côtés, et la France n'agit pas seule. Je me suis engagé pour dire, nous pouvons former 20 000 soldats par an en Afrique. Et justement dans le sens de cette force d'action rapide qui pourrait intervenir dans les conflits les plus graves ou dans les crises humanitaires. Parce que moi, je ne peux pas... En 2 ans, c'est jouable. Oui, je pense que c'est jouable. Enfin, on en reparlera dans 2 ans. Mais moi, je ne peux pas accepter cette situation où, si nous ne faisons rien, il y a des massacres, comme en ce moment en Centrafrique, où il y a un terrorisme. Et si la France agit, on dit quand même, pourquoi les Africains ne l'ont pas fait, et pourquoi les Européens ne l'ont pas suffisamment accompagné? La France. Moi, ma conscience morale, politique et ma responsabilité, parce que la France a des liens avec l'Afrique, c'est de ne pas laisser une population
être atteinte dans ses droits ou dans son intégrité physique, comme c'est le cas en ce moment en Centrafrique. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé cet après-midi lors de ce sommet, 1600 soldats français sont sur place actuellement aux côtés des 2500 soldats africains de la MISCA. Dans un pays, la Centrafrique, qui est grand comme la France et la Belgique réunis, n'est-ce pas insuffisant? Nous étions déjà 600 en Centrafrique depuis plusieurs mois pour protéger nos ressortissants et pour garder l'aéroport. On voit bien que ça pourra être utile. J'ai décidé jeudi soir, lorsque le Conseil de sécurité a adopté la résolution mandatant une force africaine, d'appuyer cette intervention. Donc nous avons fait passer très vite les effectifs de 600 à 1000 hier soir. Et ce soir, il y aura 1600 soldats. Il n'y en aura pas davantage. Ça suffira. Et à l'instant, j'étais avec les Africains qui étaient mobilisés sur ce sujet-là. Et ils vont eux-mêmes mettre en place, dans les jours qui viennent, pas aussi rapidement que nous, 6000 hommes pour mettre la Centrafrique en sécurité. Toute la Centrafrique. Désarmer les milices, là, celles qui se comportent comme des bandits de grand chemin, détroussant les gens, violant les femmes, tuant des hommes dans les hôpitaux. Donc, désarmer et organiser la sécurité du territoire et préparer des élections. Ça, il faudra sans doute un peu plus de temps, mais la France aura fait le premier choc, le premier effet, le premier acte qui a été de sécuriser la population. Et une fois encore, vous avez vu dans un certain nombre de villes, quand la population voit arriver des Français, des soldats français, ils sont accueillis comme des libérateurs. À Bossangoa, il y a des soldats français ce soir, Monsieur le Président? Il y en aura ce soir. Cette ville-là, vous l'évoquez parce que c'est une ville où il y a des conflits qui peuvent dégénérer entre les religions. Vous prévoyez, Monsieur le Président, une intervention de 6 mois. Est-ce que ce sera suffisant? Le Premier ministre centrafricain, lui, dit 1 an. Vous disiez au Mali, on n'y restera qu'1 an, on y est encore un peu pour un bout de temps. Quelle garantie vous pouvez donner aux Français que ça ne durera que 6 mois? Alors, revenons sur le Mali. On va y revenir aussi. Oui, mais sur les forces qui sont en présence. Nous étions 3500, 3600 il y a quelques mois, lorsque c'était le début de l'intervention. Il n'y en aura plus que 2000 de ces soldats à la fin de l'année, et sans doute encore moins l'année prochaine. Pour la Centrafrique, j'ai dit 1600, pas davantage. Combien de temps? Moi, je pense que ça peut aller assez vite. Oui, en 6 mois, ces forces-là peuvent sécuriser. Il y en a certaines qui resteront, 500 ou 600, mais ces soldats n'ont pas vocation à demeurer en Centrafrique. En revanche, c'est toujours la même opération. Il faut que les forces africaines, mandatées par les Nations Unies, puissent prendre le relais. D'où l'importance du financement. C'est une question dont nous avons discuté. Parce que quand l'ONU n'a pas reconnu une force comme maintien de la paix, ce sont les États qui payent. Alors, les Africains ne peuvent pas payer, pour beaucoup, et la France ne peut pas payer pour l'ensemble de la communauté internationale. Alors, c'est l'Europe qui va assurer, pour une grande part, le financement de cette intervention. 50 millions. 50 millions d'euros. Alors, Monsieur le Président, face aux forces françaises et africaines actuellement sur place, il y a les ex-rebelles de la Séléka qui ont renversé en mars dernier François Bozizé. Il y a aussi les miliciens d'autodéfense qui, au contraire, sont partisans de l'ex-chef d'État centrafricain. Ces divers combattants risquent de se fondre dans la population. Est-ce que vous ne craignez pas l'instauration d'une certaine guérilla urbaine à Bangui? Oui, c'est une crainte. D'où l'importance du désarmement de ces milices. S'ils se fondent dans la population, remettent leurs armes ou les cachent, bon, ils ne seront pas dangereux pour autrui. Si en revanche, ces hommes continuent de piller, de voler, d'agresser, j'ai donné les consignes les plus claires, ils seront à ce moment-là neutralisés, arrêtés, et leurs armes seront bien sûr confisquées. Et s'ils résistent, il y aura l'action de la force. L'un des grands responsables du chaos actuel à Bangui, à Bossangoa, c'est le numéro 1 des Séléka, c'est Michel Djotodia, qui est censé rester encore au pouvoir jusqu'en 2015, jusqu'aux élections. Est-ce que ce n'est pas choquant? Et est-ce que vous en avez parlé il y a quelques minutes avec vos homologues d'Afrique centrale lors de ce mini-sommet?
Des responsables de la situation centrafricaine, il y en a beaucoup. Vous avez suffisamment de mémoire, vous, et de connaissance de ce pays, petit pays, l'un des plus pauvres du monde, pour savoir qu'il a longtemps défrayé la chronique africaine et parfois française. Qu'il y a eu des personnages qui ont laissé leur nom dans l'histoire la plus grotesque. Donc à partir de là, je ne veux pas individualiser la responsabilité, mais vous avez raison. On ne peut pas laisser en place un président qui n'a rien pu faire, voire même à laisser faire. Donc tout à l'heure, nous avons parlé avec les Africains qui se mobilisent, avec le Premier ministre qui est issu d'une coalition, bien sûr, de forces qui n'existent plus sur le terrain. Et l'idée a été, et je la soutiens, d'aller le plus vite possible vers les élections, pour qu'il y ait une autorité légitime. Avant 2015. Enfin, avant 2015. Mais pour qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait un état civil et une organisation. Mais j'ai confiance. On avait souri, enfin toujours les mêmes, qui sont les grincheux, qui n'arrivent pas à être satisfaits d'une opération lorsqu'elle est menée au nom de la France. La France, elle a été capable, au Mali, non seulement d'intervenir militairement avec les Africains, de libérer un pays, d'assurer sa souveraineté et en plus d'organiser des élections. Et nous avons été très vite. J'ai donné l'ordre d'intervenir au Mali le 11 janvier. Fin juillet, il y a eu une élection présidentielle et là, il va y avoir le deuxième tour des élections législatives. Bon, pour la Centrafrique, il n'y a pas de raison d'aller plus loin ou plus tard pour aller à cet objectif. Alors, avant d'aller au Mali et pour reparler de la Centrafrique, il y a un an, l'ex-président Bozizé, qui voyait arriver la menace des Séléka, avait appelé la France au secours. Vous avez appelé au secours et la France a fait la sourde oreille. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne le regrettez pas et dans le fond, eh bien, d'être obligé d'intervenir dans l'urgence je comprends parfaitement votre question. Si j'avais répondu à cette invitation d'un président en perdition, lui-même issu d'un coup d'État, qu'aurait-on dit? À juste raison. Que la France-Afrique était encore là. C'est exactement ce que vous m'auriez dit dans cette interview qui n'aura pas lieu. Donc, parce que j'aurais soutenu à ce moment-là un régime, un dictateur, qui lui-même procédait d'un coup de force, et je n'aurais pas répondu à une résolution du Conseil de sécurité et à l'appel unanime des Africains. Vous savez, là, il y avait 53 pays représentés. L'Afrique en a 54. Et 54e n'était pas invité. C'est le Zimbabwe, compte tenu de la situation là-bas et du pouvoir autocratique, pour ne pas dire davantage. Donc, les 53 pays ont salué l'initiative de la France, ont soutenu la France, tout en disant « nous voulons préparer l'avenir et avoir une force qui puisse demain être capable de faire ce que nous ne pouvons pas immédiatement engager et que la France peut faire à notre place ». Donc, il y a l'appui du Conseil de résolution, le Conseil de sécurité, sa résolution, l'appui des Africains, l'appui des Européens. C'est pourquoi nous pouvons intervenir. Au Nord Mali, il y a 2 mois, vous avez ordonné un nouvel assaut anti-djihadiste dans la région du fleuve, dans la courbe du fleuve, comme on dit, nom de code Hydre. Est-ce que ce n'est pas l'aveu par la France elle-même que le djihadisme et le terrorisme, c'est un monstre à plusieurs têtes et qu'on n'arrive pas à en venir à bout? Qu'il ait plusieurs têtes, ça ne fait pas de doute. Il y a plusieurs groupes. Oui, mais qui repoussent. Et qui parfois repoussent si on ne l'éradique pas. Et je n'ai jamais prétendu que la seule intervention au Mali, au Nord Mali, allait permettre d'en terminer avec le terrorisme qui s'est installé dans une bonne partie du Sahel et notamment au nord du Mali, jusqu'en Libye, au sud de la Libye. Cette opération, d'ailleurs, a donné des résultats. Et s'il y a encore une présence française en ce moment, c'est bien pour combattre les restes du terrorisme dans cette partie-là du territoire malien. Et vous avez suffisamment souffert, vous, comme responsable de RFI, de ce qu'est le terrorisme pour ne pas comprendre que nous devons le combattre jusqu'au bout. Et d'ailleurs, nous avons identifié
ceux qui ont commis ces assassinats, sur les deux journalistes. Alors justement, Monsieur le Président, vous faites référence bien entendu à ce qui s'est passé le 2 novembre dernier, à nos deux confrères de Radio France Internationale, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui étaient assassinés, on le rappelle aux téléspectateurs, après avoir été enlevés en plein Kidal. Ils ont été assassinés à 12 km de la ville. Vous dites des suspects ont été identifiés. Pourquoi est-ce qu'à ce jour, il n'y a toujours pas d'arrestation? Identifier et arrêter, ce n'est pas le même acte. Mais identifier, c'est nécessaire pour arrêter. Et alors c'est qui? Ce sont des terroristes que nous avions déjà repérés sur d'autres actions. Et nous avons trouvé suffisamment de pièces pour les compromettre. Nous avons arrêté un certain nombre de leurs complices. La justice malienne va être saisie, la justice française l'est aussi. Donc, non seulement les enquêtes progressent, mais les opérations continuent. Est-ce qu'il y a des chances, Monsieur le Président, qu'on les arrête rapidement? Je ne peux pas dire rapidement. Est-ce qu'on pourra les arrêter? Oui. Y a-t-il un commanditaire? Il y a un groupe structuré qui a donné l'ordre de l'enlèvement. À Kidal ou à l'extérieur de Kidal? À l'extérieur de Kidal. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, on sait qu'au mandat précédent, il y avait eu une polémique sur le travail et l'exercice des journalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous donneriez un conseil aux journalistes? Est-ce qu'il faut continuer à aller en zone de conflit, quitte à prendre des risques? Vous savez que les deux journalistes qui ont été assassinés avaient demandé une autorisation qui leur a été accordée d'ailleurs par l'état-major de la force africaine. Nous les avions prévenus des risques, mais vous exercez votre métier dans des zones à risque. Le conseil que nous donnons, c'est plutôt de ne pas aller là où c'est dangereux. Mais il y a aussi le principe de la liberté d'information. Et après, c'est aux rédactions de savoir jusqu'où aller ou ne pas aller. Je rappelle qu'il y a aussi 4 journalistes français qui sont retenus en Syrie comme otages déjà depuis plusieurs mois. Alors, on reste sur le Mali et avec, vous le disiez, l'opération militaire a été un succès. Mais au nord de Kidal, eh bien, cette ville échappe toujours aux autorités maliennes. Et j'imagine que vous avez lu avec intérêt l'interview du président malien, Ibeka, qui critique la France en disant que, dans le fond, elle soutient, elle ménage le MNLA, les Touaregs, pour vous aider dans les prises d'otages. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Lorsque nous avons fait l'opération au Nord Mali, et notamment à Kidal, le MNLA, ce groupe, qui est un groupe qui a à un moment prétendu à l'indépendance du Nord Mali, a été un auxiliaire pour la reconquête. Mais aujourd'hui, le président malien a raison. La souveraineté du territoire suppose que tous les groupes, même ceux qui ont participé à des combats contre les terroristes, déposent les armes et rentrent dans un processus politique. Il a raison. Maintenant, c'est la politique qui doit faire valoir ses droits. Il y a des élections législatives, il y a un dialogue qui doit se faire entre les autorités du Mali, le président et le gouvernement malien, et les Touaregs ou ceux qui vivent dans le Nord. Ce dialogue doit se faire sans armes. La France ménage les Touaregs? Est-ce que la France ménage les Touaregs? La France dit qu'il est nécessaire de dialoguer, mais la France dit également que le dialogue se fait sans les armes et que les seules autorités légitimes à utiliser la force, ce sont les Maliens, c'est-à-dire le président malien. Alors la France est présente à la fois au Mali et en Centrafrique. Une loi de programmation militaire prévoit de réduire les effectifs de la défense nationale de plus de 30 000 hommes d'ici 2019. Est-ce la dernière fois que la France est capable d'être à la fois sur deux fronts? Non, la preuve, nous sommes capables en ce moment même... si la loi de programmation prévoit. Non. Nous avons maintenu la capacité de projection. Dans cette loi de programmation militaire, il y a 3 principes fondamentaux. 1, la dissuasion nucléaire. Ça, c'est ce qui permet à la France d'être respectée et de pouvoir répondre à toute attaque qui pourrait se faire, qui menacerait notre territoire national. Le second principe, la seconde priorité, c'est d'avoir des forces qui puissent être présentes sur notre territoire et protéger la population. Et puis la troisième priorité, c'est de pouvoir se projeter. Ce que nous faisons dans des opérations. Hier, l'Afghanistan, c'est fini, puisque fin 2012, j'ai retiré l'ensemble des unités combattantes, et le Mali ou la Centrafrique. Donc,
à travers cette loi de programmation militaire, les moyens seront donnés, et même davantage pour cette projection. Quand je dis davantage, c'est qu'est-ce que nous avons constaté pour intervenir au Mali, que nous ne disposions pas d'assez d'avions de transport de matériel, de systèmes de renseignement, de drones. Donc, nous allons procéder à ce rattrapage dans la loi de programmation militaire. Combien va coûter cette guerre en Centrafrique? Vous l'avez chiffré? Nous pensons qu'elle ne doit rien coûter à la France, puisque je vous ai parlé d'un financement européen. Ensuite, ça sera dans le cadre d'une opération de maintien de la paix, et donc ce sera le système des Nations Unies qui prendra en charge les frais que nous pourrons éventuellement constater dans cette opération. Serval a coûté combien? À peu près 400 à 500 millions d'euros. Mais oui. tout cela peut paraître beaucoup, et quand on a des contraintes budgétaires, vous les connaissez, lorsqu'on demande des sacrifices aux Français, lorsqu'on renonce à certaines dépenses, beaucoup pourraient se dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi la France est-elle au Mali? Pourquoi la France va-t-elle en Centrafrique? Mais nous devons nous poser une question qui va au-delà de ces chiffres. Quel est le rôle de la France? Quelle est la mission de la France? Quelle est la responsabilité de la France? Quelle est la grandeur de la France? C'est de pouvoir être une puissance mondiale. Et donc, assurer nos missions partout dans le monde, ça correspond à l'idée que beaucoup de nos concitoyens se font de notre pays. Et quand on est reçu comme on est reçu, ici, à travers ce sommet élyséen, mais également dans toutes les réunions internationales où je vais, c'est grâce à nos soldats. Alors, c'est vrai, vous dites que l'Europe donne de l'argent, une aide logistique, soit 50 millions d'euros. Mais la question et l'interrogation, c'est quand même l'isolement de la France. Est-ce que vous n'êtes pas choqué de voir que c'est quand même la France qui envoie ses soldats pour repousser la menace djihadiste, alors que ça concerne l'Europe entière? Ça vous choque pas? Ne soyons pas injustes à l'égard de l'Europe. Je pourrais l'être, en disant pourquoi ce sont des soldats français et pas d'autres nationalités, notamment européennes. Pourquoi la France? Toujours. Les Européens nous ont apporté beaucoup dans l'opération au Mali. Pour la formation des forces africaines, pour l'équipement, pour le transport, pour le financement. Donc je ne vais pas ici blâmer nos partenaires qui se sont montrés solidaires. De la même manière pour la Centrafrique. Mais je vais leur poser la question, puisque nous avons un sommet, enfin un Conseil européen, le 19 et 20 décembre, à Bruxelles, qui doit traiter de l'Europe de la défense. Je leur dirais, il nous faut constituer un fonds financier... Vous allez tendre la sébille. Non, pas pour nous. Oui, j'ai bien mais compris. un fonds financier qui permettrait justement de couvrir ces opérations. Mais vous savez, nous sommes dans une Europe à 28. La France a un statut particulier. Nous avons une armée, nous avons des forces et des équipements que peu de pays ont en Europe. Alors je souhaiterais qu'ils puissent contribuer davantage, participer davantage, être dans des forces que nous pourrions mutualiser. Mais en même temps, moi j'ai conscience de ce que la France représente par elle-même. Monsieur le Président, on a quand même le sentiment que les Européens se disent aussi finalement, puisqu'il est aussi question d'économie dans ce sommet, que l'Afrique c'est le précaré de la France et que du coup si elle intervient c'est avant tout pour défendre ses intérêts économiques. On pense par exemple aux mines d'uranium au Niger. Est-ce qu'ils n'ont pas totalement tort les Européens s'ils pensent ça? Vous savez, les Européens ils sont conscients que l'Afrique c'est un continent qui connaît un développement considérable, une croissance très élevée, où il y a beaucoup de projets d'infrastructures, d'accès à l'énergie, de construction de villes. Et d'ailleurs, les Européens, ils sont sur ce marché. Mais la France, elle ne sert pas des intérêts. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pousse pas les entreprises françaises à être davantage sur le sol africain. Parce que là, il y a vraiment des opportunités d'investissement. Et moi, j'ai proposé de doubler les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique d'ici 5 ans. Puis on consacre aussi des aides importante au développement. Donc on doit en avoir aussi à un moment, non pas le retour, mais la pleine utilisation pour nos entreprises. Mais je vais vous dire, quand la France intervient au Mali, il y a un intérêt, il y a des mines. Loin, Monsieur le Président. Non. Le Niger, que de toute façon nous soutenons, puisqu'il y a Areva qui est présente. Et vous avez vu qu'on a raison de soutenir, parce qu'il y a des salariés d'Areva ou de Vinci qui peuvent être pris en otage. C'est arrivé. Mais quand nous intervenons en Centrafrique, un des pays les plus pauvres du monde, c'est pas pour aller mettre la main sur ces mines. C'est bien parce que nous avons une conscience. Et les Français doivent être fiers de pouvoir justement intervenir là où nous n'avons pas d'intérêt. Simplement de sauver des vies.
Il y a 2 jours, le dernier géant du XXe siècle nous a quittés. Et dans l'hommage que vous avez rendu à Nelson Mandela, vous avez souligné notamment le fait que Mandela, président, avait gardé la même simplicité, la même modestie que le Mandela de Robben Island. Mandela ne s'est pas accroché au pouvoir. Est-ce que vous pensez que les chefs d'État, parmi lesquels certains étaient avec vous aujourd'hui, qui sont au pouvoir depuis plus de 20 ans, devraient s'inspirer de Mandela et ne pas s'accrocher? Ça ne vaut pas que pour les chefs d'État africains. Il y en a d'autres qui s'accrochent au pouvoir ou dans d'autres situations politiques. Mais c'est vrai que Mandela a donné une leçon d'abord de comportement et de vie. 27 ans en prison, tenir bon, puis ensuite négocier sans rien perdre de sa dignité et être capable de pardonner, de tendre la main à ceux qui l'avaient opprimé. Et après, enfin, gouverner. Et l'âge venant, de laisser la place, tout en n'essayant pas de continuer à diriger les affaires de loin ou caché derrière la coulisse. Oui, c'est une belle leçon qu'il a donnée. Et je pense que les Africains, pas seulement les Africains, tous les dirigeants politiques qui ont eu des mots tout à fait exceptionnels pour saluer une personnalité elle-même exceptionnelle, devraient avoir des leçons à tirer pour eux-mêmes. Alors, pardon. Je le leur dis et puis je me l'applique à moi-même, parce qu'il faut toujours commencer par soi-même. Il faut toujours montrer une simplicité, une modestie, ce qui ne veut pas dire un manque d'ambition. C'est ça la force de Mandela. C'est ce charisme qu'il avait tout en étant bon. On dit souvent qu'il faut montrer de la force, de l'autorité. Il avait une autorité qui n'avait pas besoin de s'affirmer dans une brutalité. Ça vaut pour beaucoup de dirigeants. Et pour vous-même peut-être aussi, sur les reproches qui vous sont faits parfois sur l'autorité? Je ne sais pas, je n'ai pas besoin d'être brutal. Mais en même temps, il faut essayer d'être conscient de ce que vivent les autres. Alors, et de vivre autant que possible avec les autres. Beaucoup disent, dans le fond, il y a 2 François Hollande, celui qui décide, qui tranche sur la scène internationale, qui prend des risques, et puis il y a le François Hollande qui est sur la scène intérieure et qui est un peu plus hésitant, un peu tâtonnant sur sa ligne économique et sociale. Comment analysez-vous ces critiques, Monsieur le Président? Avec sourire. C'est-à-dire que sur la scène intérieure, je ne cesse de décider. Parfois, c'est pas facile pour, par exemple, rétablir des comptes publics, pour prendre des mesures en faveur des entreprises pour leur compétitivité. C'est pas facile de prendre des décisions qui peuvent parfois être douloureusement vécues, telle ou telle augmentation de prélèvement. Mais qu'est-ce qui m'importe? C'est l'intérêt de la France. Et j'ai donc la même attitude pour la politique étrangère comme pour la politique intérieure, l'intérêt de la France. Vous êtes le même? Oui, et je prends aussi vite les décisions pour la politique étrangère avec ce que ça peut avoir comme conséquence, c'est-à-dire la vie de nos soldats, que pour les Français avec ce que ça a comme conséquence, la vie de nos concitoyens. Et moi, j'aurais à rendre des comptes de toute manière. Et il n'y a pas de différence, vous savez, entre la politique étrangère et la politique intérieure. On l'amène avec des valeurs et des principes. Vous êtes seul sur la politique étrangère, vous êtes seul à décider. On est toujours seul. C'est une vue de l'esprit de penser. Ben, bien sûr qu'il y a une majorité, bien sûr qu'il y a... Non, mais vous êtes seul à décider. Oui. Si, il y a une guerre en Centrafrique ou au Mali. Oui, mais c'est personne d'autre. C'est la fonction de chef d'État. C'est ce qui fait qu'il y a un président de la République élu au suffrage universel par les Français. C'est pour lui donner la possibilité, la capacité d'intervenir vite. Vous savez, quand il y a eu la Syrie qui a été un moment dans tous les esprits, et il y a eu possibilité d'agir. Vous vouliez vous passer de l'ONU, vous? Je pensais qu'on ne pouvait pas accepter qu'un régime, par ailleurs dictatorial, utilise des armes chimiques. Donc oui, j'étais prêt à intervenir. Les rebelles peuvent les utiliser, Monsieur le Président. Mais c'était un risque, bien sûr. C'est pour ça qu'il fallait les détruire. Mais à un moment, il s'est posé la question, est-ce que le Parlement devait être consulté? Informé, oui. D'ailleurs, pour la Centrafrique, il sera informé dès mardi. Mais pour la Syrie, bien sûr qu'il a été informé. Mais s'il avait fallu décider, j'aurais décidé. Même si, je le savais, beaucoup de Français n'étaient pas favorables. Mais il y a un moment, il faut prendre des décisions, même quand c'est impopulaire. Si vous le permettez, Monsieur le Président, avant de vous remercier, une dernière question toute simple. Comment va votre santé?
Écoutez, on ne devrait même pas poser cette question parce que mes bulletins de santé, depuis que je suis ici à l'Élysée, ont été publiés. Il y en aura un prochainement, au mois de janvier, mais je vais bien et j'assure mes fonctions sans qu'il y ait le moindre doute à avoir sur ma santé. On peut me faire toutes les critiques, tous les reproches, sauf sur mon état de santé. On dit que ça vous a fait rire, cette polémique? Oui, parce qu'elle n'avait pas beaucoup de sens. Enfin, je respecte toutes les informations qui peuvent être livrées. Enfin, il y a aussi une part d'intimité qui ne va pas forcément à être exhibée. Mais bref, c'était une opération bénigne d'ailleurs, que j'avais eue il y a plus de 2 ans et qui n'avait aucune suite médicale. Donc je n'ai aucun traitement et je vais bien. Et je peux donc être pleinement dans ces fonctions. Merci. Des élections en Centrafrique avant 2015, c'est l'un des messages que nous retenons de cet entretien que vous nous avez accordé. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Merci, Monsieur le Merci. Président. Merci d'avoir répondu aux questions de TV5 Monde, de France 24 et de RFI. Oui, et je peux ajouter juste un mot. Quand j'ai rencontré nos ex-otages, les 4 d'Arlit et Francis Collomb, qui s'est évadé lui-même du Nigeria, ils m'ont tous dit, qu'ils écoutaient RFI et qu'ils avaient donc un lien. Et vous posez toujours la question, est-ce qu'on est utile, est-ce qu'on n'est pas utile quand on fait ce travail? Vous êtes utile. Et aujourd'hui même, pour les Centrafricains, la seule radio qu'ils peuvent écouter, c'est la vôtre. J'espère qu'ils pourront aussi regarder votre télévision. Merci de vos encouragements. Merci, Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Voilà, pour cet entretien exceptionnel.